Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci de se joindre à nous. Ça me fait plaisir de voir plusieurs personnes prendre le temps ce midi, prendre une heure. On va avoir une heure ensemble pour parler d'alcool, de cannabis, de nicotine. On a eu le même atelier hier en anglais. Ça s'est très bien passé. Alors, on va faire la même chose aujourd'hui en français. Si vous avez des questions, des commentaires à faire pendant la présentation, je vous invite à utiliser la fonction du chat pour vous poser vos questions, puis on va être capable à la fin, j'espère avoir quelques minutes pour y répondre. Sachez aussi qu'on est en train d'enregistrer cette session-ci. Le lien va être disponible sur notre site plus tard dans l'après-midi aujourd'hui ou au plus tard demain matin. Mais oui, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que cet atelier-là va être disponible en rediffusion? Oui, effectivement, on va garder, on va vous faire parvenir le lien. Alors, sans plus tarder, je veux vraiment être capable de respecter le temps qui a été alloué pour cet atelier. Alors, je vais commencer en partageant mon écran. Donnez-moi 2 petites secondes. Alors, voilà. Voilà. OK. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va parler d'alcool, de cannabis et de nicotine. Puis aussi, je vais avoir quelques petites diapos à la fin pour savoir comment on peut peut-être utiliser l'information que je vais partager aujourd'hui dans un contexte de conversation avec nos jeunes parce que à Substance, vraiment, ce qu'on cherche à faire, c'est de vous encourager à avoir des conversations informées et avec substance des différentes substances avec les jeunes dans vos vies. Justement, en commençant pour peut-être mettre en contexte qui on est, qu'est-ce qu'on fait, je veux vous assurer que peut-être certains d'entre vous nous connaissaient sous le nom de Jeunesse sans drogue. On a depuis ce temps changé notre nom à Substance, mais notre vision demeure la même, qui est de s'assurer que tous les jeunes puissent vivre une vie à l'abri de la consommation problématique de substances et de dépendance. Dans un contexte où on sait que 90% des personnes qui sont aux prises avec un problème de dépendance ont commencé à consommer dès l'adolescence, on pourrait peut-être se dire, on aimerait ça que, dans le fond, les jeunes ne consomment pas du tout, qu'ils aient une vie sans expérimentation, sans consommation de substances, mais c'est une vision utopique. Donc, ce qu'on vise à faire, c'est de vraiment donner l'information nécessaire pour que les jeunes puissent prendre des choix bien informés sur leur santé physique et mentale. Alors, on veut réduire les risques potentiels reliés à une consommation à des fins récréatives pour nos préados et nos ados. Aujourd'hui, comme je disais plus tôt, on va parler de 3 substances en particulier, donc l'alcool, le cannabis et la nicotine. Parce qu'on sait aussi que ce sont les 3 substances qui sont les plus populaires quand vient à nos adolescents et ce sont souvent les premières substances auxquelles ils sont exposés et aussi où est-ce qu'ils vont faire leur expérimentation. Dans un premier temps, j'aimerais aussi parler de pourquoi, dans le fond, les jeunes consomment. On fait cette présentation-là aussi auprès de jeunes au secondaire. On revient justement d'un voyage au Nouveau-Brunswick où est-ce qu'on est allé présenter dans des écoles secondaires, puis on demande aux jeunes qu'est-ce qui pourrait pousser des jeunes à consommer. Et comme réponse, on va avoir souvent, ben parce que on est curieux, on aimerait ça savoir qu'est-ce que ça fait, mais on a d'autres réponses aussi qui disent, ben moi j'en prends pour relaxer, j'en prends pour avoir du fun, j'en prends parce que je veux être acceptée ou j'ai mes pairs autour de moi qui peuvent avoir une influence, donc j'essaie de m'intégrer.
Puis aussi le concept de automédicamenter. Puis je vais parler un peu plus tard aussi de la relation entre les substances et la gestion, par exemple, de l'anxiété ou du stress. Donc, dans une perspective où est-ce qu'il y a une corrélation entre la santé mentale et la consommation de substances, un jeune pourrait décider de consommer des substances pour s'automédicamenter. Mais il y a aussi tout un autre volet qui est pourquoi un jeune déciderait de ne pas consommer. Puis on pose cette question-là aussi à nos jeunes pour savoir pourquoi vous pensez qu'un jeune pourrait justement décider de ne pas expérimenter ou de ne pas consommer. Et les réponses qui reviennent, c'est ben, la peur de se retrouver dans le trouble. Honnêtement, quand on demande, on fait un sondage à tous les 2 ans avec des jeunes à travers le Canada de façon confidentielle, alors qu'ils sont libres de répondre de façon authentique et véritable. Et quand on leur demande pourquoi ils décideraient de ne pas consommer, une des premières raisons qui sort, c'est je voudrais pas décevoir mes parents. Donc, peur de se trouver dans le trouble, peur des conséquences, mais les conséquences aussi par rapport à ce qu'ils ont vu peut-être dans un milieu familial ou auprès de leurs amis. Ils ont peut-être eu ils ont peut-être vu des expériences négatives, donc ils ne voudraient pas s'exposer à ça. Les risques pour la santé aussi. On va nous dire des expériences négatives, c'est ce que je disais, soit qu'ils ont eu des expériences négatives ou ils en ont vu chez les autres. Puis le jugement de leur père aussi ressort. En fait, ça ne se veut pas être une liste exhaustive de savoir pourquoi les jeunes consomment ou ne consomment pas, mais on amène les jeunes à réfléchir sur, mais dans le fond, pourquoi il y a une consommation récréative de substances dans une optique de dire que les valeurs personnelles aussi, il y avait un dernier. Donc, on peut décider pour soi que c'est juste pas pour nous puis qu'on ne veut pas consommer pour différentes raisons. Mais on les amène à réfléchir, comme je disais, sur les raisons pour lesquelles ils voudraient consommer dans une optique où si les raisons qui incitaient une personne à consommer au départ ont changé, il est peut-être temps de se questionner à savoir si la consommation de substances lui procure réellement ce qu'elle recherchait à l'origine. L'exemple que je donne avec nos jeunes, c'est si, par exemple, j'allais dans des parties, puis c'est parce que j'allais au party, puis j'avais du fun avec mes amis, puis c'est pour ça que j'ai décidé de commencer à consommer, puis j'ai commencé à prendre du cannabis dans un contexte où je fais la fête, puis je prends un joint avec mes amis, c'est complètement social. Mais un peu plus tard dans le temps, si dans 6 mois ou 8 mois, tout à coup, le même jeune me dit, ben moi maintenant, c'est rendu que je prends du cannabis avant de me coucher parce que ça m'aide à dormir, ben on n'est plus dans ce que ça faisait au début, puis ce qui m'a amené à consommer dans une optique de plaisir, ou est-ce que maintenant, on est plus dans, comme je parlais plutôt de l'automédicamentation, où ce qu'on se dit, ben c'est cet outil-là qui va faire que je vais mieux dormir. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il faut commencer à se poser des questions sur justement, est-ce que ma consommation est peut-être rendue problématique dans un contexte où je ne vais pas chercher, j'y vais pas pour les mêmes raisons, je me tourne pas vers les substances pour les mêmes raisons. Un peu plus tard dans la présentation aussi, je vais parler justement de quoi peut avoir l'air une consommation problématique, quand est-ce qu'il faut commencer à voir les signes puis à se poser des questions sur différentes facettes de consommation. Donc, on va en parler un petit peu plus tard. Alors, on commence tout de suite avec la première substance dont on avait parlé. Au départ, c'est comme, on va parler de l'alcool. Ce qu'on sait, c'est que l'enquête canadienne sur l'alcool et les drogues chez les élèves nous démontre que 37% des ados au Canada déclarent avoir consommé de l'alcool au cours de la dernière année. Il faut comprendre que c'est un pourcentage de l'ensemble des adolescents à travers le Canada, donc 37%, tout dépendant de l'âge de l'ado, on peut se poser des questions à savoir, oh, ben moi, les ados autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a plus d'ados qui consomment que ça. C'est effectivement le cas par rapport à l'âge du jeune. Donc, on sait que les pourcentages augmentent de façon significative avec l'âge. Entre le secondaire 1 et le secondaire 5, ou la 7e année et la 12e année, il y a une grande différence de consommation. Plus on se rapproche de secondaire 5 ou de 11e et 12e année, plus le pourcentage d'ados qui déclarent avoir consommé de l'alcool autour de la dernière année augmente dans une échelle de plus que 50%. Mais
de façon générale, on sait que 37% de l'ensemble des adolescents déclarent avoir consommé de l'alcool. Dans un contexte d'alcool, d'anxiété, de stress, ce que je disais plutôt par rapport à la santé mentale, l'automédicamentation, etc., on sait que l'alcool, c'est un dépresseur du système nerveux central qui va créer du plaisir, de la relaxation, surtout en période de stress, de façon générale. L'alcool agit sur la dopamine, ce qui fait qu'au début, ça peut être très agréable. On peut avoir justement des sensations de plaisir et de relaxation quand on s'expose à l'alcool. Mais ce qui arrive avec cette infusion de dopamine, c'est que le cerveau va s'habituer. Plus il est exposé à l'alcool, plus on va développer, c'est ce qu'on appelle développer une tolérance, et c'est ce qui va faire qu'on va avoir un besoin de boire davantage pour avoir le même effet de dopamine. Il faut savoir aussi que l'alcool agit sur le GABA. Le GABA, en fait, ce que ça fait, c'est que ça nous détend à court terme et on se sent plus relax. On est stressé, on va prendre un verre de vin, on va prendre une bière et tout à coup, on va se sentir mieux. Et c'est l'effet du GABA aussi dans notre corps qui fait qu'on a ça. Mais à long terme, encore une fois, une exposition prolongée et fréquente à l'alcool va faire que ça va avoir un peu l'effet contraire où est-ce que justement on va aggraver ce sentiment d'anxiété et de stress. Donc, dans un premier temps, on peut se tourner vers l'alcool pour de l'automédicamentation pour dire on veut calmer notre tension, on veut aller gérer notre stress, mais ça peut avoir un effet justement aggravant par rapport à ce même stress-là, plus on est exposé à l'alcool, plus on a une consommation plus fréquente d'alcool, ou est-ce qu'on peut même voir de l'agressivité. On sait aussi que l'alcool peut perturber le sommeil. Donc, quelqu'un qui dit, ben moi, ça m'aide à m'endormir. Les études démontrent que ça va diminuer en fait la qualité du repos à long terme. Donc, oui, ça peut aider dans un premier temps à s'endormir, mais sur le cycle total de sommeil, ça peut avoir un impact important sur la qualité du repos. Puis, moins on est bien reposé, plus ça peut contribuer justement le lendemain à avoir des sentiments d'anxiété et même des sentiments de dépression. Alors, dans un contexte encore où est-ce qu'un jeune peut dire, ben moi, ça m'aide, justement, ben, de pouvoir parler de l'impact que ça peut avoir sur le sommeil, ça peut aider à court terme, mais à long terme, moins. Puis on sait aussi qu'une consommation excessive entraîne des effets le lendemain, les symptômes du lendemain de veille, une gueule de bois, va faire que le lendemain, on peut peut-être penser que ça nous aide à court terme quand on prend de l'alcool au départ, mais le lendemain, les personnes avec des antécédents d'anxiété, par exemple, la gueule de bois peut aller augmenter ces effets-là. Donc, oui, l'alcool peut contribuer à soulager temporairement le stress, mais à long terme, il va augmenter les risques de troubles physiques et mentaux dans un contexte où justement quelqu'un ou un jeune qui voudrait se tourner vers l'alcool pour aller s'aider avec son stress et son anxiété, à long terme, on peut discuter avec eux que c'est pas une solution qui va pouvoir vraiment aider à long terme. Les gens qui boivent de l'alcool, est-ce que vous pensez qu'ils sont plus susceptibles de développer ou d'éprouver des troubles anxieux ou dépressifs ou moins? Je pense que je viens juste d'en parler. Vous pouvez écrire dans le chat ce que vous pensez, si c'est plus ou c'est moins. Euh, mais je pense que c'est évident avec ce que j'ai dit plus tôt, c'est que c'est c'est plus. Euh, Puis on essaye de faire une distinction. Ben, on essaie. Quand on encourage ce dialogue-là avec nos jeunes, euh, il y a une différence entre des troubles anxieux puis de l'anxiété. On sait que l'anxiété, euh, ça va apparaître dans notre vie, puis dans nos journées
de façon sporadique et c'est normal. L'anxiété, parce que l'anxiété a le dos large ces temps-ci. Il y a beaucoup de monde qui dit, ouais, mais moi, je souffre d'anxiété. Nos jeunes peuvent dire, moi, j'ai beaucoup d'anxiété. L'anxiété, le stress, c'est une condition normale. On va en avoir à différents niveaux dans notre vie. Mais un trouble anxieux, comme détecté par rapport à un support psychologique, c'est quand on sait que c'est une période d'anxiété qui est excessive, au moins pour 6 mois. C'est souvent plus fort que prévu. On va ressentir une tension importante, de la nervosité ou des peurs pour des préoccupations qui devraient être plus mineures ou des tâches quotidiennes. Donc, Camille a été capable de nous donner cette définition-là là, par rapport à un trouble anxieux. Donc, que quelqu'un vive de l'anxiété, on veut juste faire la distinction, c'est dans la normalité des choses, mais quand on boit de l'alcool pour aller justement vers une solution d'automédicament, de s'automédicamenter, ça peut amplifier et ça peut même développer un trouble anxieux sur une base plus régulière. Combien de jeunes d'âge du secondaire déclarent mélanger l'alcool avec d'autres substances? On sait que la substance la plus couramment utilisée avec l'alcool, entre autres, c'est le cannabis. Donc, on va explorer ça dans les prochaines diapos, mais je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez, quel est le pourcentage de jeunes qui avouent avoir mélangé différentes substances avec de l'alcool. Est-ce que c'est 10%, 12,5%, 17% ou 25%? C'est 17%. Euh, donc, un jeune sur 6 avoue avoir mélangé des substances. Et pourquoi c'est problématique? Eh bien, on sait que l'alcool peut augmenter les effets du cannabis. Donc, si on prend de l'alcool et ensuite on mélange ça avec du cannabis, ça fait qu'un niveau de THC qui peut être habituellement, si je suis habituée à une certaine teneur en THC, puis que je prends du cannabis seulement et pas d'alcool, j'ai un certain effet. Mais si tout à coup je mélange ça avec de l'alcool, ça peut augmenter l'effet du cannabis. Puis peut-être que le jeune n'est pas prêt justement ou ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe par rapport à cet effet-là. Puis aussi, ce qui peut arriver, c'est que si on prend du cannabis avant de prendre de l'alcool, ça peut faire qu'une personne ne réalise pas que l'impact de l'alcool. Parce que comme on sait, le corps a une façon de nous envoyer des signaux pour nous dire quand on devrait peut-être ralentir un peu, on va avoir mal au cœur, on peut même jusque vomir parce qu'on a une quantité trop importante d'alcool. Mais le cannabis peut faire que tout à coup, je n'ai pas de nausée, je ne le sens pas, puis ça peut m'amener à à prendre plus d'alcool, en ne sentant pas les effets de l'alcool. C'est ce qui fait aussi qu'on a plus d'hospitalisation chez nos jeunes avec un taux d'alcoolémie assez élevé. Avec justement une combinaison de cannabis parce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient en train de prendre trop d'alcool. Ça fait aussi qu'on est déshydraté. L'alcool et le cannabis, ce sont deux substances qui sont diurétiques. Ça pousse le corps à expulser des liquides. C'est ce qui fait que aussi on peut avoir encore des effets plus grands. Quand je parlais des symptômes de lendemain de veille, ça peut être encore plus important quand on a mixé l'alcool et le cannabis la veille. Puis je vous parlais d'hospitalisation. Mélanger les deux avant de conduire multiplie 40% le risque de décès et ça augmente la probabilité d'une intoxication alcoolique assez importante parce que, comme je vous dis, malheureusement, les jeunes ne se rendront pas compte qu'ils ont la nausée parce que le cannabis va amoindre ça. On a fait une collaboration avec Savoir Média pour justement démontrer ces effets-là de combinaison. Je vais vous le présenter dans la prochaine diapo. C'est un petit vidéo d'1 minute, mais ça démontre bien justement les effets du mélange. Puis je vous invite à aller sur notre site web pour plein de raisons, mais entre autres,
On a un lien qui amène Savoir Média. On a plein d'autres vignettes comme ça sur plein d'autres substances. Et c'est une façon divertissante et ludique d'avoir de l'information basée sur des faits sur différentes substances. Alors, je vous fais jouer tout de suite. Oups, un petit instant. Je vais arrêter de partager 2 minutes parce que je pense que j'ai pas inclus le son. Fait que donnez-moi 2 secondes. Je fais juste, je vous reviens. Et voilà. OK, là, je pense qu'on va être en affaire. OK, c'est parti. Dans les parties, on fait parfois des mélanges plus ou moins réfléchis. Crottes de fromage et liqueur aux fraises, pizza et jus d'orange ou encore alcool et cannabis. Mais cannabis-alcool, alcool-cannabis, est-ce que ça change quelque chose l'ordre dans lequel on les consomme? Hallucinant! 2 minutes pour tout savoir sur les substances. Prendre du cannabis avant ou après l'alcool, est-ce que ça fait le même effet? Contrairement à la liqueur aux fraises, l'alcool et le cannabis sont des substances psychoactives, donc qui ont un effet sur le cerveau. Quand on les consomme ensemble, notre corps réagit différemment selon ce qu'on prend en premier. L'alcool, ça dilate les vaisseaux sanguins, dont ceux des poumons et du système digestif. Ça leur fait absorber plus de THC, la molécule psychoactive du cannabis. Dans ce cas-là, les effets d'un joint ou d'un produit comestible peuvent être beaucoup plus intenses que ce qu'on avait prévu. Oui, bonjour, je voudrais commander une grosse pizza hawaïenne, pas d'ananas. Quand on consomme d'abord du cannabis, il y a un genre d'effet inverse. Les fonctions gastro-intestinales sont ralenties par le cannabis. Quand l'alcool passe par le tube digestif, le sang l'absorbe moins vite. Donc, le taux d'alcoolémie grimpe plus lentement. Puisqu'on ressent moins l'ivresse, ça peut nous amener à boire davantage. Certains scientifiques s'inquiètent aussi des propriétés anti-nausées du cannabis qui pourraient empêcher quelqu'un de vomir après avoir trop bu, ce qui pourrait augmenter le risque d'intoxication alcoolique ou même de coma éthylique. Bref, ça change vraiment quelque chose de consommer de l'alcool avant du cannabis ou vice-versa. Dans les deux cas, ça demande de la prudence. Reste juste à savoir si la liqueur aux fraises augmente les effets des crottes de fromage. Bon. Je reviens parce que 2 secondes. Je m'excuse, j'ai des petits problèmes techniques. J'ai mon OK. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est pas grave. OK. Parfait. Est-ce que quelqu'un peut me faire signe que vous voyez bien mon écran? Je pense que oui, hein? Oui, parfait, merci. Merci pour tous ces petits. OK, parfait. C'est le fun. OK. Alors, ben, je pense que ce vidéo-là démontre bien l'effet de mixer les deux substances, puis qu'est-ce que ça peut avoir, même par rapport à l'ordre dans lequel on va les prendre. Comme je vous disais, je vous invite à venir sur notre site web, puis de voir tous ces petits vidéos-là. Puis c'est le fun aussi d'utiliser ces vidéos-là, puis de les partager avec nos jeunes, parce que c'est vite, c'est ludique. Puis ça donne l'information, puis ça peut amorcer des dialogues intéressants avec nos jeunes. Donc, je vous invite à aller consulter les autres vignettes et à les partager avec les jeunes dans vos vies. L'alcool est une des seules substances qui peut causer des dommages à presque chaque partie du corps humain. La normalisation de l'alcool dans nos vies fait que peut-être on oublie que ça fait partie des substances qui peuvent avoir un impact important dans nos vies parce qu'on parle souvent de ces temps-ci d'opioïdes, la crise des opioïdes, puis comment c'est entièrement justifié, mais la normalisation de l'alcool fait qu'on peut oublier à quel point ça peut avoir un impact
sur le corps humain. On parle du cerveau, du cœur, poumon, pancréas, foie, vessie, estomac, rein, la peau, les os, la vision, les carences en vitamines, les malnutritions. Donc, c'est pas anodin. La prise d'alcool et ça vaut la peine de se renseigner, d'en discuter avec les jeunes. Justement, quand on parle d'alcool et les risques pour la santé, ce qu'on sait, c'est que au Canada, 6 millions de personnes de 12 ans et plus déclarent boire une grande quantité en une même occasion, et ce, au moins une fois par mois, ce qui veut dire que en une même occasion, la personne va prendre plus que 5 verres à la fois. On sait aussi que la consommation d'alcool est le plus important facteur à risque d'invalidité et de décès chez les 15 à 49 ans. Les méfaits reliés à l'alcool totalisent 20 milliards de dollars en 2020, ce qui est plus que n'importe quelle autre substance au Canada. Et l'alcool est en cause dans un quart de toutes les collisions mortelles de la route. On partage pas ça avec vous pour être alarmiste ou pour faire des tactiques de peur. On partage ça dans un contexte où je pense que dans notre société de façon générale, la normalisation de la consommation d'alcool fait que ça fait pas aussi courant, c'est pas aussi courant dans nos discussions et on veut s'assurer que vous ayez l'information pour pouvoir avoir des discussions informées, comme je disais plus tôt. Alors, si on passe au cannabis, selon vous, quel est le pourcentage de jeunes en âge du secondaire qui disent avoir consommé du cannabis au cours de la dernière année? Là, on parle d'adolescents. Est-ce que c'est 10 18 53 ou 81 Vous pouvez répondre via le chat, comme je disais plus tôt. 18, 18, 17, 18, c'est ce que je vois qui rentre. Et la réponse, j'ai un public très bien informé. C'est effectivement 18 Quand on se fait souvent poser la question, est-ce que la légalisation a eu un impact sur la prévalence d'utilisation chez nos ados? La majorité des adolescents avec un pourcentage comme 18 donc 4 sur 5, ne consomment pas de cannabis. Dans un contexte où un ado peut dire, ben moi, tout le monde le fait, il va falloir que je le fasse, c'est pas les statistiques que l'on a. La légalisation n'a pas eu. La réponse, c'est que ça varie d'une région à l'autre, d'une communauté à l'autre. Donc, dans certaines communautés, ce pourcentage-là est plus élevé, oui, mais la moyenne nationale est de 18 Puis cette moyenne-là n'a pas vraiment bougé avant ou après légalisation avec le groupe d'âge des ados. Où est-ce qu'il y a eu vraiment une importante démarcation? C'est avec nos jeunes adultes et surprenamment avec nos aînés, les 65 ans et plus, où est-ce qu'il y a eu vraiment une incidence sur le pourcentage de consommation. Mais pour nos jeunes du secondaire, bon an, mal an, on est à peu près à 18 Qu'est-ce que le cannabis? Bien, le cannabis, c'est une plante qui pousse naturellement, puis son usage remonte là, à des milliers d'années. Il a été utilisé à des fins médicales et spirituelles dans diverses cultures à travers tout le monde. Et ben, ce n'est que vraiment tout récemment que c'est devenu plus populaire pour avoir pour l'utiliser à des fins récréatives. Il faut savoir qu'au Canada, le cannabis, c'est la deuxième substance la plus couramment utilisée et consommée après l'alcool. Puis, qu'est-ce qu'il y a dans notre fameux cannabis? Il y a plusieurs cannabinoïdes, c'est pour ça que ça s'appelle du cannabis, dont le THC et le CBD. Puis, ce qu'on se rend compte avec nos jeunes aussi, c'est que quand on parle de THC, ils ne savent pas trop c'est quoi. C'est important quand on puisse en parler avec eux, c'est vraiment de pouvoir expliquer quelles sont les différences entre un cannabinoïde qui est le THC puis le CBD. Le THC, c'est ce qui fait que ça va changer notre pensée, notre comportement, notre perception. C'est ce qui va nous donner le fameux high.
Et plus le THC va être élevé, plus les effets sont intenses. Puis il faut comprendre aussi que le THC, à travers les années, qu'on retrouve dans nos produits, a grandement augmenté. Donc, quand on parle qu'au départ, on avait des produits, là, je parle au départ des années 60, 70, 80, où est-ce qu'il y avait des produits où est-ce que le THC était aussi peu que 1%, 3%, 5%. Il y a certains produits maintenant, surtout en vapoteuse, qui peuvent avoir jusqu'à 90% de teneur de THC. C'est ce qui fait que les effets vont être beaucoup, beaucoup plus amplifiés. Il faut comprendre aussi que un jeune qui s'expose à des valeurs de THC de plus en plus intenses a une plus grande chance d'avoir des problèmes par rapport à des épisodes psychotiques. Donc, un jeune qui consomme du cannabis sur une base régulière avec de hautes teneurs à THC est 11 fois plus susceptible d'avoir un épisode de psychose qu'un jeune qui n'en utilise pas. Et le CBD, ben, c'est ce qui est la partie pour des usages médicaux potentiels. Donc, au Canada, le CBD est approuvé, par exemple, pour gérer la douleur, la réduction des nausées et des vomissements et l'augmentation de l'appétit. C'est ce qui fait aussi que peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui souffrent d'un cancer, qui ont des traitements de chimio et qui vont se tourner vers le cannabis pour justement réduire les nausées que peut amener la chimio puis augmenter l'appétit. Mais ce qu'on dit, c'est toute consommation à des fins médicales devrait discuter d'abord avec un médecin ou un professionnel de la santé. Parce que, encore dans un effort de dire, ben moi, je gère soit par exemple mon stress ou une anxiété, il y a des jeunes qui vont dire, moi, ça me fait du bien de prendre du cannabis, je le prends à des fins médicales. Je le prends à des fins médicales, mais est-ce que ces jeunes-là sont supervisés par un professionnel de la santé? C'est la question à se poser. Donc, c'est important de se tourner vers un professionnel de la santé pour pouvoir bien être appuyé, soutenu dans une utilisation médicale de cannabis. Les différentes façons, les différents produits du cannabis peuvent présenter des risques différents. Par exemple, on parle de produits de feuilles séchées. C'est la façon la plus commune de consommer du cannabis. Donc, on parle de joints, on parle de pipes pour pouvoir consommer justement du cannabis. La teneur en moyenne de THC avec ces différents outils-là, ces différentes façons produits d'utiliser du cannabis, c'est entre 15 et 20% de teneur de THC. Et les effets se font sentir en quelques minutes. Donc, on consomme, ça va dans nos poumons et on réagit assez rapidement. On va sentir les effets du THC assez rapidement. On sait aussi que c'est la façon la plus nocive de consommer du cannabis sur le plan physique parce qu'une consommation régulière peut causer l'accumulation de goudron sur les poumons. Tout ce qu'on s'envoie dans les poumons, encore là, le mythe de dire « oui, mais c'est naturel », toute fumée qu'on va consommer puis qui va passer à travers nos poumons a un effet certain sur notre santé physique et peut être est néfaste à long terme. On parle de vapotage ici, quand on parle de produits du cannabis pour vapotage, c'est la deuxième façon la plus courante que les jeunes vont consommer du cannabis. Et quand je parlais de teneur en THC assez élevée, on sait qu'avec un produit de vapotage, on peut avoir une teneur en THC jusqu'à 90%, ce qui est assez alarmant dans un contexte où si un jeune s'initie au cannabis via le vapotage et s'expose à une teneur en THC à 90%, les effets vont être assez notables et peut être, par exemple, de l'anxiété, de la panique, des palpitations cardiaques, de la fièvre, des nausées, des vomissements, du délire. Donc, dans des rares cas, des grandes quantités, comme je disais, peuvent provoquer des épisodes psychotiques. Mais ça ne veut pas dire que parce que votre jeune essaie du cannabis, va avoir un épisode psychotique, mais quand on s'expose à des teneurs aussi élevées que 90%, comme je vous disais plus tôt, il y a un danger important par rapport à des épisodes psychotiques. Les effets se font sentir en quelques secondes et
Tantôt, je parlais de la façon la plus nocive sur le plan physique parce qu'on l'envoie dans nos poumons, mais ça ici, c'est la façon la plus nocive sur le plan psychologique de consommer du cannabis. Euh, Parce qu'il y a des risques accrus d'intoxication à cause de la teneur élevée en THC. Ensuite, les produits comestibles, donc les biscuits, les jujubes, les croustilles, il y a des thés aussi. C'est la troisième façon la plus courante pour les jeunes de consommer du cannabis. C'est la deuxième façon la plus courante pour les adultes de 19 ans et plus. Puis, ben, la teneur en THC va varier selon la quantité de cannabis qui va être dedans. Il y a aussi selon si le produit a été acheté à la SQDC ou un fournisseur légal avec une licence ou si ça a été acheté sur le marché noir de façon illicite, la teneur en THC va varier beaucoup. Et les effets se font ressentir entre 30 minutes à 2 heures, puis même des fois, ça peut aller jusqu'à 4 heures. Ça dépend de ce que la personne a consommé avant. Ça dépend d'une foule de facteurs. Mais on sait que les produits comestibles, parce que ça passe par le système digestif au lieu d'aller dans les poumons, ça prend plus de temps à réagir et il peut avoir des risques de surconsommation parce que quelqu'un qui va en prendre ne sentira peut-être rien au début. S'ils sont habitués de prendre du cannabis en inhalant, va penser que ben ça marche juste pas, fait continuer à en prendre. Et c'est ce qui fait que tout à coup, il peut avoir des effets multipliés puis qui peuvent durer de 2 à 4 fois plus longtemps que les produits inhalés. C'est la cause la plus courante d'hospitalisation en lien avec le cannabis au Canada, justement par rapport à une surconsommation potentielle, parce que les effets sont plus lents à se faire sentir, les jeunes sont plus susceptibles d'en consommer plus parce qu'ils ne ressentent rien. Et encore dans une optique d'anxiété et de stress par rapport au cannabis, on sait que de faibles doses de THC peuvent parfois détendre chez certaines personnes. Mais le THC peut affecter la même dose de THC, pardon, peut affecter les personnes de façon différente. Donc, ça peut détendre quelqu'un ou est-ce que ça peut vraiment déclencher une certaine paranoïa chez différentes personnes ou déclencher des épisodes d'anxiété chez différentes personnes. Ça dépend comment ça interagit avec notre cerveau. Il y a une partie dans notre cerveau qui fait qu'on va détecter soit un risque potentiel ou pas. Et la façon dont le cannabis va interagir avec notre cerveau va faire que, soit que justement, on va penser que le risque est moindre, puis ça nous permet de nous relaxer, puis qu'on est plus chill par rapport à une consommation. Mais chez une autre personne, cette partie-là de notre cerveau va détecter un risque potentiel plus fort avec l'exposition au THC, c'est ce qui fait qu'on va peut-être avoir de l'anxiété, de la paranoïa, de la crise de panique. Donc, ça peut avoir différents effets chez différentes personnes. On sait aussi que les jeunes sont 2 fois plus à risque de développer un trouble lié au cannabis parce que le cerveau est encore en développement jusqu'à l'âge de 25 ans. La partie frontale, le cortex préfrontal du cerveau humain ne se développe pas jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est ce qui fait qu'ils sont 2 fois plus à risque lorsqu'ils consomment du cannabis de développer un trouble lié au cannabis. C'est ça. Parmi ces aptitudes, lesquelles peuvent être affectées par la présence dans le cerveau du THC contenu dans le cannabis? Est-ce que vous pensez que c'est le jugement et la prise de décision? Est-ce que ça peut affecter la mémoire, la régularisation de l'humeur ou toutes ces réponses? Qu'est-ce que vous pensez? Toutes, toutes, toutes. J'ai des gens qui répondent. Ben, effectivement, vous avez raison. La présence de THC au cerveau va affecter le jugement, la prise de décision, la mémoire, la régularisation de l'humeur. Et ces fonctions-là, surtout quand je parle de jugement, de prise de décision, de régularisation de l'humeur,
c'est tout le cortex préfrontal qui s'occupe de ces fonctions-là dans notre cerveau. Et comme j'indiquais, le cerveau n'est pas développé complètement jusqu'à l'âge de 25 ans, c'est cette partie-là, puis c'est ce qui fait que nos jeunes sont plus à risque, puis c'est ce qui fait que ce chiffre-là, ce n'est pas un chiffre aléatoire. Quand on encourage nos jeunes d'essayer d'attendre avant de commencer une expérimentation ou une initiation ou une consommation régulière de cannabis, d'attendre jusqu'à l'âge de 25 ans, c'est pas un chiffre aléatoire, c'est la science qui nous prouve que le cerveau euh, n'est pas complètement formé jusqu'à cet âge et on peut diminuer les risques de dépendance ou autres en attendant jusqu'à l'âge de 25 ans. En parlant de cerveau, les risques à court terme avec le cannabis, on parle de d'étourdissement, de confusion, d'angoisse, peur, crise de panique, manque de concentration, diminution du temps de réaction de coordination. Et souvent, on dit, ah, il n'y a pas de risque à long terme, ou j'entends ça, moi, auprès de mes ados, c'est juste des risques à court terme. Non, il y a des risques à long terme avec une exposition continue à des hautes doses de THC, dont la perte de mémoire, des risques de dépendance au cannabis, des effets sur la prise de décision et la résolution de problèmes, des problèmes de dépression, troubles anxieux, même du suicide et des risques psychologiques, dont des psychoses et de la schizophrénie. Donc, une prise de cannabis, c'est pas anodin parce on se fait souvent dire aussi par des ados, ouais, mais pourquoi c'est légalisé si c'est dangereux? La nicotine aussi, on va en parler dans les prochaines diapos, est légale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque pour notre santé. Justement, le cannabis et les risques pour la santé. Les jeunes de moins de 25 ans qui commencent à consommer du cannabis sont 2 fois plus susceptibles de développer un trouble lié à l'usage du cannabis que ceux qui commencent après 25 ans, pour les raisons dont je viens d'expliquer. Les jeunes qui consomment du cannabis sont 11 fois plus susceptibles de développer un trouble psychotique que les ados qui n'en consomment pas. C'est ce que j'ai mentionné. La consommation de THC est associée à un risque accru de crise cardiaque et de maladies cardiaques chez les jeunes adultes et les adultes. Et le cannabis est la substance la plus souvent décelée chez les conducteurs décédés ou blessés au Canada. Alors, au volant. Pendant longtemps, on a parlé de l'alcool au volant, mais le cannabis au volant est un enjeu important. Alors, on le sait qu'il y a des effets sur la santé, il y a des effets sur notre temps de réaction. Alors, sa consommation n'est pas anodine. La dernière substance dont je voulais parler, ce sont les produits de nicotine. Alors, en 2024, combien de jeunes au secondaire ont déclaré avoir vapoté au cours des 30 jours? Est-ce que vous pensez que c'est 7 12 16 ou 33 Je sollicite vos commentaires. 33, je viens d'avoir un 33. Est-ce que j'ai d'autres réponses? 33. On a l'impression qu'il y en a beaucoup, hein? 33, 16. La réponse est 16. C'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a été capable de répertorier au dernier sondage. Donc, puis encore une fois, ça varie de région en région, de communauté en communauté, mais à travers le Canada, on parle de 16 Alors, qu'est-ce que la nicotine? Ben, on sait que la nicotine se retrouve dans les plantes de tabac, puis on sait également que c'est une substance qui est très addictive, qui peut développer une dépendance assez rapidement et qui peut être consommée sous différentes formes, donc en fumant des cigarettes, en vapotant, puis avec des poches placées sur la gencive. Je vais vous montrer une petite photo par rapport à ça. Là, il y a des nouvelles pochettes, ben des assez nouvelles pochettes qui ont été, qui font un peu fureur chez certains groupes d'adolescents. Combien d'argent l'adolescent moyen dépense-t-il en produits de vapotage par semaine au Canada?
Ça, c'est un angle intéressant qu'on approche aussi avec les jeunes quand on fait des présentations sur l'incidence que ça peut avoir sur leur portefeuille, parce qu'on parle de les risques pour la santé, ce qui est très important, mais on essaye d'avoir différents angles avec nos ados. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que l'ado moyen va dépenser par semaine 5 15 25 ou 40 J'ai 15, 15, 25. Puis je dois vous avouer aussi que quand je présente cette diapo-là, euh, les jeunes sont toujours surpris par la réponse que je leur donne. Euh, Puis même hier, j'ai fait une présentation dans une maison de jeunes, puis la réponse que j'ai donnée, il était surpris. Il était surpris parce que la réponse qu'on a pour nous, c'est 15. Encore là, c'est une moyenne en produits de vapotage. Est-ce que c'est une moyenne qui est répertoriée avec des gens qui consomment sur une base régulière, puis des gens qui consomment à titre récréatif aussi, que c'est plus sporadique? Donc, c'est 15 Je dois avouer que la majorité des ados à qui on présente ça disent, ben, c'est bien plus, madame. Ça dépend justement de la fréquence de consommation, mais pour l'instant, c'est 15. Mais si on met ça dans une perspective du coût de vapotage sur une année, par exemple, avec les autres substances. Donc, c'est en moyenne 15 par jour, puis ça, c'est la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC qui nous a donné ce pourcentage-là. Un jeune aussi qui prend du cannabis sur une base assez régulière, mettons, on va aller chercher à peu près 65 par mois. Statistique Canada nous dit qu'en alcool, on a à peu près 67 par mois, parce que là, on parle de nos trois substances ici, là, alcool, cannabis, nicotine. Bien, le coût annuel de tout ça fait qu'en bout de l'année, un jeune aurait dépensé 2373 par année. Ça, un jeune s'initie à ces... On sait que l'âge moyen d'initiation à l'alcool au Canada, c'est 13 ans, puis au cannabis, c'est 14 ans. À la fin de son secondaire, on peut penser qu'un jeune pourrait avoir dépensé jusqu'à 10 000 pour ces trois substances-là, pour un usage fréquent de ces trois substances-là. C'est un angle intéressant à aller aborder avec nos jeunes, dans le sens où, qu'est-ce que tu aurais fait à la fin de ton secondaire avec un 10 000 au lieu de l'avoir dépensé dans ces substances-là? Tu aurais pu t'acheter peut-être un auto usagé, déménager en appart, aller étudier ailleurs, aller faire un voyage, être capable de prendre cet angle-là. C'est un angle intéressant aussi à regarder avec nos ados. La consommation de nicotine fait augmenter ou diminuer les sentiments de stress et d'anxiété. Qu'est-ce qu'on pense? Quand on parle de santé mentale et quand on parle de, de prendre des substances pour essayer de faire face à un stress ou à de l'anxiété dans notre vie. On l'a fait on en a parlé avec le cannabis, on en a parlé avec l'alcool. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans ce cas-ci, ça peut à la fois augmenter et diminuer les sentiments de stress et d'anxiété. Vous êtes peut-être vous-même consommateur de nicotine et vous savez que dans un moment de stress, ça peut aider à court terme d'aller vers la nicotine, de soit vapoter ou de s'allumer une cigarette parce que ça va nous aider avec ces sentiments-là sur une courte période de diminuer le stress. Mais on sait aussi que ces sentiments vont revenir encore peut-être parfois plus intenses lorsque la nicotine et lorsque le cerveau va avoir euh, euh, ou est-ce qu'on n'en aura plus dans notre corps puis qu'on va l'avoir éliminé. Les sentiments de stress et d'anxiété ne sont pas partis. Ils vont revenir avec une vengeance après et il y a un cercle vicieux qui s'installe où est-ce qu'on devient un peu plus anxieux parce qu'on ne sait pas quand est-ce on va être capable d'avoir notre prochaine dose de nicotine. Mais à court terme, on sait que ça peut aider. Ça peut aider même avec la concentration, avec la vigilance. Ça peut nous aider à nous relaxer. Cependant, la tolérance se développe assez rapidement, ce qui fait que quand on a une tolérance, on va avoir des symptômes de sevrage quand on n'a pas la chance d'avoir une dose de nicotine. Et ces symptômes de sevrage-là vont inclure
de l'agitation, de l'irritabilité, de l'anxiété, de l'insomnie, de la fatigue. Donc, se tourner vers la nicotine pour pouvoir gérer un stress ou de l'anxiété dans notre vie sur une base continue, c'est un cercle vicieux et c'est une conversation à avoir aussi, encore une fois, avec nos jeunes parce que ça soulage temporairement le stress, mais ça ne réglera pas l'anxiété et ça peut vraiment diriger vers une dépendance assez rapidement et une tolérance à la nicotine par rapport à notre cerveau et comment ça va agir. Les produits de vapotage ont été introduits au Canada pour la première fois en 2004, puis ça devait être un produit de cessation. C'était pas là pour avoir une utilisation à long terme. Puis ça fait aussi que les résultats de recherche qu'on a par rapport aux effets du vapotage sur notre santé sont limités parce que c'est assez nouveau et c'est ça, on n'a pas encore la recherche comme on avait pour le tabac et la cigarette. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ce n'est plus nécessairement utilisé comme un outil de cessation. La majorité des jeunes qui vapotent aujourd'hui n'ont pas nécessairement fumé des cigarettes avant. Ils s'initient à la nicotine et au cannabis avec le vapotage. Certains jeunes peuvent nous dire, ben, c'est moins dangereux parce que c'est ce qu'ils prescrivaient au lieu de prendre des cigarettes. C'est pas au lieu de prendre des cigarettes, c'était pour arrêter de prendre des cigarettes. Donc, une exposition soutenue à du vapotage est aussi nocif. On sait par contre que ça ne comprend pas plusieurs des agents cancérigènes qu'on retrouvait dans le tabac, mais il y a certains autres produits chimiques qu'on retrouve dans le vapotage qui sont tout aussi néfastes et qui ont des grands risques. Ouais. Et je vous parlais des pochettes, les sachets de nicotine. Ça a été mis sur le marché pour la première fois au Canada en 2023. Ça devait encore être là pour un outil pour arrêter de fumer. Cependant, ça a gagné en popularité avec les jeunes. Ces petites pochettes-là, si vous ne connaissez pas ça, on se met ça sur la gencive et ça donne une dose de nicotine assez importante. Donc, ça nous donne un rush et c'est ce qui attire les jeunes peut-être de l'essayer. Mais à long terme, c'est sûr que c'est premièrement dangereux pour nos gencives et ça peut contenir un bon nombre de mêmes agents cancérigènes qu'il y avait dans le tabac, y compris l'ammoniac, des métaux lourds. Donc, c'est pas recommandé pour quiconque personne qui essaye pas d'arrêter de fumer. C'est vraiment dans une optique de cessation. C'est pas supposé d'être sur une consommation régulière, mais on voulait l'apporter, on voulait vous en parler aujourd'hui parce que ça gagne de plus en plus en popularité chez nos jeunes. Enfin, vapotage et tabagisme, les risques pour la santé. 125 personnes meurent tous les jours d'une maladie en lien avec le tabagisme. Une personne sur 8 de ces décès sont causés par la fumée secondaire. Le vapotage à l'adolescence peut nuire à la mémoire, à l'apprentissage, à la concentration. C'est un effet reconnu que cela peut causer ou aggraver les symptômes de troubles anxieux et de la dépression. 20% des jeunes qui vapotent disent le faire parce qu'ils en sont dépendants. Les ados qui vapotent sont 2,5 fois plus susceptibles de déclarer que leur santé mentale est médiocre ou passable plutôt que de bonne à excellente. Donc, dans une optique pour dire, ben moi, je le prends parce que j'aime ça, on sait qu'il y a quand même 20% des jeunes qui disent qu'ils sont juste pas capables d'arrêter parce qu'ils sont dépendants. Et on sait aussi que la consommation de nicotine pendant la grossesse peut nuire au développement du cerveau. Cela peut provoquer une naissance prématurée et un faible poids à la naissance, augmentant le risque de maladies, d'infections et de mortalité infantile. Alors ça, on le sait parce qu'on a eu la chance d'avoir de la recherche sur plusieurs années, mais comme je disais, par rapport au vapotage, étant donné que c'est assez nouveau sur le marché, on est encore en train de faire des recherches par rapport aux effets sur la santé. Enfin, mes dernières diapos vont parler de consommation, quand est-ce que ça devient un problème, parce que je parlais au début que notre mission, c'est d'essayer de réduire la consommation problématique. Toute consommation de substances n'est pas obligée d'être problématique, mais ça peut le devenir. Donc, dans une optique où on regarde le spectre de
de consommation de substances, il y a différentes sortes de consommation. Il y a la non-consommation, donc c'est sûr que quelqu'un qui ne consomme pas, il n'y aura pas de risque de développer une dépendance, mais on ne vit pas dans un monde utopique où est-ce qu'on pense que c'est la seule option possible. Il peut y avoir de la consommation bénéfique aussi, dans un effet où des gens peuvent être prescrits certaines substances pour venir en aide à des conditions médicales. Ils se font suivre par un spécialiste de la santé et c'est bénéfique à leur santé. Il y a des consommations à moindre risque aussi qui ont des effets minimes sur la vie d'une personne, mais on commence à parler de consommation problématique quand les effets sont nuisibles et néfastes sur la vie d'une personne. Et euh, 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 ça peut avoir un impact sur sa vie de tous les jours et dévier vers une dépendance ou est-ce que là, c'est une condition médicale qui implique un usage compulsif et continue malgré les effets néfastes ou est-ce qu'une personne, malheureusement, toute la notion de contrôle est importante ici. La consommation devient problématique et peut devenir une dépendance quand, malheureusement, on ne peut plus exercer un certain contrôle par rapport à notre condition et non, on a besoin d'aller chercher un soutien médical pour pouvoir s'aider. Et à travers la vie d'une personne, une personne peut passer de différents stages au fil du temps. Euh, euh, ça ne veut pas dire que c'est pas, on commence une non-consommation, après ça on va à une consommation bénéfique, puis on peut sauter d'une étape à l'autre à travers le temps. C'est quoi les signes physiques d'une consommation problématique? Ben, j'ai parlé beaucoup de tolérance. On peut développer une tolérance. Une tolérance aussi amène qu'on peut vivre des effets de sevrage ou on peut être en manque quand on n'a pas cette consommation-là, cette substance-là dans notre vie. Des aggravations de problèmes de santé, par exemple, quelqu'un qui souffre d'asthme et qui vapote sur une base régulière, ça peut aggraver ses conditions d'asthme. On peut avoir une surconsommation, une surdose aussi. Alors, ce sont des signes physiques qu'on sait on peut avoir l'expérience de consommation problématique. Les signes comportementaux, on s'isole, on évite les amis, on peut être endetté. La loi aussi, on peut enfreindre certaines lois, déclin de la performance à l'école, les signes psychologiques d'une consommation problématique, difficulté d'apprentissage et des nouveaux symptômes de stress et d'anxiété qui font surface. On a des pensées intrusives ou inconnues ou tout à coup on a des hallucinations, délires ou sauts d'humeur. Tout ça m'amène à dire que c'est important d'avoir des conversations avec nos jeunes adaptées selon l'âge. Tous les points que j'ai fait état aujourd'hui, je vous invite à pouvoir parler de ces points-là avec votre jeune. Il faut commencer tôt à en discuter. Il faut adapter certainement ces informations-là parce qu'on ne veut pas les alarmer, on ne veut pas faire peur, on veut bâtir euh, une relation où est-ce que, il y a une ouverture, on approche ça avec curiosité, dans un souci de justement diminuer les risques et que quel que soit l'âge, que nos enfants savent qu'on va être là pour eux. Euh, on vous invite à avoir une écoute active avec eux, de poser des questions ouvertes. Qu'est-ce que tu connais au lieu de dire, est-ce que toi tu en prends? Mais j'ai appris aujourd'hui, par exemple, qu'il y avait dans le cannabis du CBD puis du THC. Qu'est-ce que tu connais là-dessus? Parle-moi de ce que tu sais. Qu'est-ce que tu en penses? Puis, je fais souvent rire ou sourire les parents. Je suis maman moi-même de deux enfants de 17 et de 20 ans. Et soyez positifs, ça peut être difficile si tout à coup notre jeune nous avoue que finalement il a expérimenté avec du cannabis puis qu'ils ont pris de l'alcool également dans un contexte de fête. D'être positif, ça peut être difficile, mais une façon d'être positive, c'est ben, je te remercie de me faire confiance puis d'en parler. J'apprécie ton honnêteté. J'aimerais ça qu'on en parle un peu plus parce que je pense qu'il y a des risques à ça, puis j'aimerais ça qu'on puisse en parler. Puis peut-être que vous allez être pris de court, puis que vous ne savez pas quoi dire, mais être positif, c'est peut-être aussi dire justement, ben j'apprécie ton honnêteté, puis j'aimerais ça pouvoir en parler, mais j'ai besoin de décanter ça un petit peu. Fait que si tu veux, on pourra s'en parler à un autre temps. C'est important pour moi de pouvoir en parler.
on a plein d'outils puis de façons d'amorcer le dialogue sur notre site web. Je vous invite à aller consulter notre site web. On a différents scénarios. Je vous en donne un exemple ici. Qu'est-ce qu'on dit si notre ado dit « Ah, mon Dieu, tu m'en as déjà parlé. On parle encore de ça. Je n'ai pas besoin de parler d'alcool. Je sais qu'est-ce qui se passe avec mon corps quand je prends de l'alcool. » Bien, à ce moment-là, une façon qu'on peut approcher le sujet, c'est de dire, bien, je sais qu'on en a déjà parlé, puis je m'excuse si tu penses que je t'harcèle, mais c'est important pour moi d'en parler avec toi parce que je t'aime, puis je sais que tu vas être confronté avec des choix, des décisions dans certaines situations, puis j'aimerais ça qu'on puisse en parler à l'avance. Puis on sait que c'est une méthode efficace parce que ça démontre qu'on reconnaît les sentiments de notre ado. Je le sais qu'on est tannant, je le sais qu'on va en parler, mais ça démontre une ouverture par rapport à ce que notre ado vit. Aussi, sur notre site web, je suis contente de vous dire qu'on a des modules d'apprentissage interactif. Si vous utilisez le code QR qui est là, ça vous amène directement à ça. Ça s'appelle Vraie discussion. On a 8 différents scénarios que vous pouvez aller consulter. Vous choisissez, par exemple, mon ado arrive à la maison, il a de l'air intoxiqué, je ne sais pas quoi faire, je fais A, je ne parle pas, j'attends le lendemain matin, B, je lui dis tout de suite qu'il est en punition, etc. Puis on s'est fait coacher par des psychologues qui travaillent avec des jeunes aussi pour pouvoir vous amener à vous pratiquer dans le fond, puis à voir différents scénarios, puis comment vous pourriez réagir par rapport à différentes situations. Donc, c'est un nouvel outil qu'on vient de lancer il y a une semaine ou deux. Donc, on est bien faire de ça. On est en français puis en anglais. On vous invite à aller les consulter. Et finalement, j'ai un autre petit code QR ici. Un petit instant qui va vous amener à... Pourquoi ça ne marche pas? Ah, voilà. C'est un court sondage sur l'atelier d'aujourd'hui. On n'a pas de fonds publics pour faire ce qu'on fait. On a des subventions de fondations, de grands donateurs, de corporations qui nous aident à faire ces ateliers-là. Donc, le court sondage nous aide à faire nos rapports puis à démontrer l'impact que l'on a et l'appréciation que nos ateliers ont reçu. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, ça va prendre 2 minutes, ça ne sera pas long. Il y a juste 4 ou 5 petites questions, c'est pas long, mais ça nous aide pour avoir justement du financement pour faire des ateliers futurs. Alors, je vois à mon horloge qu'on a fait maintenant 60 minutes. Merci d'avoir été là avec nous. Merci d'avoir pris le temps. Je vous invite encore une fois à consulter notre site web. On a plein de ressources. Si vous avez des questions aussi, sur notre site web, on a un outil de clavardage. Vous pouvez venir poser vos questions. Je vais rester ici quelques minutes s'il y a quoi que ce soit pour répondre à d'autres questions. Mais comme je vous dis, sur notre site, on a un outil de clavardage où est-ce que vous pouvez venir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un spécialiste en santé mentale qui peut vous appuyer, une ligne téléphonique aussi. Donc, merci. Ça passe tout le temps trop vite. On va avoir un autre atelier dans les mois à venir. Je vous invite à consulter notre infolette et notre site web pour vous inscrire à d'autres ateliers qui vont venir dans la prochaine année. Merci. Bonne fin de journée.